Bonjour à toutes et à toutes, je suis Mehdi Ramdani, je suis directeur éditorial de LinkedIn en France et je suis ravi d'animer cette table ronde sur un sujet au cœur de l'actualité, ô combien au cœur de l'actualité. Le thème de la table ronde qu'on va mener, c'est quels atouts européens pour une industrie satellitaire souveraine, voilà, des enjeux de souveraineté qui sont extrêmement importants, on aura l'occasion d'en parler beaucoup. Alors, vous le savez sans doute, mais le satellite est depuis maintenant quelques années un enjeu extrêmement important de la connectivité globale, et également de la pérennité, de la résilience des infrastructures en temps de crise. Et c'est aussi un immense terrain de bataille géopolitique et économique. Pour en parler, on a la chance d'être avec trois acteurs clés de cet écosystème. Agathe Cerceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Sales et Business Development chez Greener Wave. On va expliquer un petit peu ce que fait Greener Wave. Alors, Greener Wave est un fabricant de terminaux par satellite qu'on fabrique et qu'on conçoit en France, basé sur une toute nouvelle technologie dont je pense qu'on va parler un peu plus tout à l'heure. Absolument. À côté de vous, Michael Trabia, qui est CEO d'Orange Wholesale, fournisseur global d'infrastructures et de services de connectivité. Et puis, Jérôme Hénique, CEO d'Orange France. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bonjour, Mehdi, Agathe, Mickaël. Jérôme, on commence avec vous. En matière de connectivité, quand on pense à Orange, on pense alors immédiatement 5G, fibre, peut-être un peu moins au satellite. Et pourtant, ça fait 60 ans qu'Orange est actif dans l'industrie satellitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'articulent ces différentes technologies au sein d'Orange ? Oui, d'abord il faut rappeler, je pense que Mickaël le fera également sur la partie infrastructure, que l'essentiel des usages, l'immense majorité du trafic et des usages aujourd'hui, il est numérique, il est porté par nos réseaux terrestres, qu'ils soient mobiles ou fixes broadband. En France, pour une raison simple, c'est qu'on a une qualité des infrastructures exceptionnelle. On a, selon l'ARCEP, aujourd'hui 95% des locaux en France, locaux donc habitation ou locaux professionnels, qui sont raccordables à la fibre. Nos réseaux 4G, ils couvrent 99,9% de la population, la 5G à plus de 80%. Donc aujourd'hui, cette qualité des infrastructures terrestres fait que ça reste les infrastructures privilégiées pour l'ensemble des usages des consommateurs, qu'ils soient grand public ou entreprises, avec très très bon niveau de performance et de résilience. Donc néanmoins, comme vous le dites, on intègre depuis très très longtemps dans nos portefeuilles d'offres le satellite comme technologie complémentaire pour des usages ou des lieux spécifiques dans une logique alors, soit de backup pour les entreprises, soit pour et on continue à développer de nouveaux services avec les satellites en orbite basse, on va le dire, ou avec des technologies qui permettent d'avoir une couverture étendue vers les quelques zones blanches qui restent en France métropolitaine. C'est moins de 4% en France métropolitaine. Dans les DROM, il y a des besoins plus importants. J'étais il y a quelques semaines en Guyane. Évidemment, il y a des besoins de couverture qui restent importants. Et donc on voit le satellite comme une technologie complémentaire qui va permettre d'assurer cette couverture universelle à condition, et c'est le rôle d'Orange, qu'on sache l'intégrer dans une proposition de complémentarité de ces infrastructures qui soit fluide et simple pour le client, qui n'ait pas à choisir, mais que ça puisse se faire de façon la plus automatique possible et la plus simple possible et la plus intégrée possible dans la relation client qu'il a aujourd'hui au quotidien avec son opérateur qui est Orange. Et puis, il y a toutes les situations de crise sur lesquelles les satellites peuvent aussi être extrêmement importants. Est-ce que vous avez des exemples d'usage ? Oui, tout à fait. C'est une technologie qui permet de la résilience quand les réseaux terrestres ne sont plus opérationnels. Ça arrive rarement, mais malheureusement, avec les situations de crise climatique qu'on vit dans de nombreuses géographies aujourd'hui, c'est une technologie qui est importante. Lorsqu'on a connu le cyclone Chido à Mayotte, du jour au lendemain, toutes les infrastructures terrestres étaient par terre. On a été très très rapide pour remonter nos réseaux mobiles 5G, pour reprendre le déploiement du fixe avec la fibre. Mais en attendant, les technologies satellitaires, elles ont ce rôle de pouvoir se substituer immédiatement à la déficience possible des réseaux terrestres.
On a développé aussi des solutions spécifiques d'intégration de la connectivité satellitaire pour recréer des bulles Wi-Fi dans des zones particulières qui auraient subi un sinistre lié à un aléa climatique. C'est ce qu'on a fait à Chido, et on a mis évidemment à Mayotte après le cyclone Chido. Et on a fait ça comme étant des solutions qu'on proposait évidemment d'abord aux pompiers, aux forces de l'ordre, aux hôpitaux, aux entreprises qui en avaient le plus besoin. Donc c'est aussi évidemment une technologie qui permet de la résilience des réseaux, au-delà de la continuité et de la couverture universelle. Mais je voudrais qu'on garde en tête le fait que ce n'est pas une technologie de substitution, c'est une technologie de complémentarité par rapport aux réseaux terrestres existants. Agathe, sur la question des antennes, du coup, c'est vraiment le cœur de métier de Greener Wave, développer des antennes qui sont à la fois intelligentes, sobres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous, chez Greener Wave, vous accompagnez justement ces besoins de résilience? Je sais que vous équipez notamment les armées avec vos antennes. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, que ce soit les opérateurs d'infrastructures critiques, les forces armées, les services d'urgence ou les acteurs de l'énergie, tous sont confrontés à la même problématique d'opérer sur des sites isolés ou des environnements contestés. Et un même besoin, où le satellite est la seule solution possible dans ces cas-là. Et un même besoin émerge, avoir des terminaux satellitaires agnostiques, faciles d'utilisation, accessibles en coût et peu consommateurs en énergie. Chez Greener Wave, notre ambition, c'est de répondre à cette équation en y ajoutant un élément essentiel, la souveraineté européenne. Nous concevons et fabriquons nos terminaux en France, basés sur une toute nouvelle technologie qui nous permet de proposer sur le marché des terminaux multi-orbites, compatibles de tout satellite géostationnaire et de la constellation LEO OneWeb. Une résilience intrinsèque qui est essentielle pour ce type d'opération critique. Notre innovation va encore plus loin. Elle permet également de réduire drastiquement la consommation d'énergie, qui est un facteur clé et un bénéfice très important pour l'autonomie sur le terrain, et également l'intégration dans des infrastructures et des plateformes contraintes ou sur des sites isolés. Cette faible consommation d'énergie a également un autre effet positif et bénéfice pour les forces armées cette fois. C'est une faible signature thermique. Nous avons également cherché à nous benchmarker avec le leader américain, pour ne pas nommer Starlink, pour aller encore plus loin sur l'expérience utilisateur et les coûts surtout, qui est un élément clé. Nos terminaux sont donc vraiment plug and play, faciles d'utilisation et à un prix très compétitif, bien que nous fabriquions en France. Vous avez mentionné Starlink, évidemment. Du coup, votre offre se positionne comme une alternative aussi aux géants américains des constellations satellitaires? Alors, c'est clairement notre ambition. Alors, sur la partie sol, évidemment. Et c'est pour cela qu'on a évidemment besoin d'acteurs comme Orange pour créer un écosystème solide et complémentaire pour faire face justement à ce géant. Michael, quand on parle de satellites, de technologies satellitaires, on regarde évidemment vers les étoiles, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur Terre, notamment un sujet qui est extrêmement important, c'est la maîtrise du spectre MSS, ce qu'on appelle les fréquences, une ressource qui est limitée et qui permet aux satellites de communiquer avec des terminaux qui se trouvent au sol. Pourquoi est-ce que c'est devenu un enjeu de souveraineté extrêmement important, la maîtrise de ces fréquences ? Ouais, ce qu'il faut voir, c'est, vous l'avez dit, on est présent, ça fait 60 ans qu'on est présent dans le satellite, mais le satellite aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on avait il y a 60 ans. Un chiffre d'ailleurs pour l'illustrer, aujourd'hui SpaceX, suite à son IPO, est valorisé 2500 milliards de dollars. Donc il est rentré dans le club très fermé des entreprises qui valent plus de 1000 milliards de dollars. Et ça, c'est lié à un changement de paradigme très profond dans le domaine du satellite. Qu'auparavant, on faisait des satellites qui étaient très chers, qui étaient très gros, qui mettaient très longtemps à être construits, très longtemps à être envoyés dans l'espace, qui duraient très longtemps. Et avec les lancements et les lanceurs réutilisables, on a pu multiplier les satellites, on a pu avoir des constellations de plusieurs milliers de satellites, des satellites qui avaient une durée de vie beaucoup plus courte, qui coûtaient beaucoup moins cher à produire et à lancer, et des satellites qui se renouvelaient régulièrement. Ce qui veut dire qu'ils étaient aussi à la pointe qui sont aujourd'hui à la pointe de la technologie. Donc c'est un changement profond, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de valeur dans le satellite et donc l'enjeu des fréquences, il est d'autant plus important. Auparavant, les fréquences satellites, c'était des choses qui n'étaient pas vraiment regardées,
qui étaient attribuées quasiment gratuitement aux acteurs satellites, qui les utilisaient en général assez peu, parce que c'était compliqué de monter des projets. Aujourd'hui, dès lors qu'on parle de constellation, ça veut dire que les satellites, en fait, couvrent, et ils ne sont pas uniquement en Europe, mais ils vont tourner autour de la Terre. Et donc une constellation, elle a besoin d'avoir des fréquences partout dans le monde. Elle a besoin d'avoir des fréquences aux États-Unis pour couvrir le marché américain, en Europe, en Afrique, pour couvrir les différents pays où elle va opérer. Et donc, l'Europe a pris conscience, il y a une publication récemment sur le cadre d'attribution de ces fréquences qui sont les fréquences dites MSS qui vont être utilisées en particulier pour le Direct to Device. Parce la satellite peut être utilisée pour faire du broadband avec des antennes importantes, mais l'évolution et la nouveauté, c'est que maintenant, on va pouvoir se connecter sur son smartphone au satellite directement. Et donc, quand on n'a pas de couverture 4G ou 5G, ça arrive très très peu. Mais néanmoins, quand on fait une randonnée en montagne ou quand on est en situation d'urgence ou quand on a une disruption de réseau pour des raisons environnementales, ça peut arriver. Donc, on a besoin de cette réassurance. Et ces fréquences MSS, elles sont critiques pour ça. L'Europe a pris conscience qu'il fallait agir sur ces fréquences parce qu'aujourd'hui, il y a un leader mondial, c'est Starlink. Il faut être très très clair là-dessus. Et la question, c'est est-ce qu'on veut un seul acteur satellite, une seule offre, ou est-ce qu'on veut pouvoir avoir des alternatives? Est-ce qu'on veut avoir des constellations européennes qui vont être capables aussi de fournir ces services? Et pour ça, l'attribution des fréquences, c'est absolument clé. Et pour la première fois, on va avoir des fréquences qui vont être, attribuées à l'échelle européenne. On va éviter la fragmentation par pays, parce que c'est un cauchemar absolu. On a besoin de pouvoir accéder à ces fréquences sur un territoire le plus vaste possible. Aux États-Unis, ils l'ont d'emblée. On a besoin de l'avoir aussi en Europe. Deuxièmement, l'Europe, pour la première fois, introduit des critères de souveraineté. Et donc, il y a 3 blocs de fréquences qui ont été définis. Et il y a un bloc qui va être réservé à un usage commercial pour des opérateurs européens. Et un bloc qui va être ouvert aux opérateurs européens et non européens. Et donc, le fait de pouvoir réserver du spectre pour un acteur européen est un signal très important du fait que, bien sûr, on est ouvert. Il ne s'agit pas de dire que l'Europe va se renfermer sur elle-même, qu'on va faire une constellation juste pour l'Europe, ça n'a pas de sens. Une constellation, elle va couvrir le monde entier. Donc si on fait la guerre entre les États-Unis et l'Europe, chacun a sa constellation, ça ne marche pas. Donc il faut que les constellations européennes puissent couvrir les États-Unis, il faut que les constellations américaines puissent couvrir l'Europe. Et donc en ce sens-là, c'est une démarche qui nous semble aller dans le bon sens et qui va ouvrir la voie à des projets européens, peut-être qui ont un peu plus de mal à émerger. Et en tout cas, nous, chez Orange, on va y contribuer, on va prendre un rôle très actif pour permettre à un projet européen d'arriver et de pouvoir avoir, encore une fois, des alternatives avec des solutions compétitives. Il ne s'agit pas de dire on est une alternative à Starlink et ça suffit. Il faut avoir une qualité de service qui soit excellente. Et donc, ces services-là, aujourd'hui, on parle de messaging, mais demain, on va aller vers de la voix, vers de la data. On commence à regarder des débits qui vont être de l'ordre de la centaine de mégabits par seconde, donc une très bonne 4G pour prendre cette référence-là. Donc il faut avoir cette qualité de service. Il faut avoir la qualité de l'expérience, et c'est là aussi où, en étant opérateur, c'est très important, parce que l'un des gros enjeux, c'est de basculer du réseau 4G au réseau satellite de manière la plus fluide possible. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que voilà, ça va être coupé. On va prendre potentiellement plusieurs minutes avant de pouvoir se connecter au satellite, et dans l'autre sens, pareil. Donc cette qualité d'expérience, elle est fondamentale. Et puis, on doit être aussi compétitif en prix, naturellement. Et donc ça, c'est tout l'enjeu de cette attribution de fréquences MSS à venir. Puis les satellites, ils ont aussi besoin, on ne sait pas toujours, mais une constellation satellite, c'est aussi, en fait, plus de la moitié de la valeur, elle est dans le sol. En fait, c'est pas que dans les satellites et dans ce qu'on lance sur Terre. Et c'est toutes les stations terrestres, toutes les antennes. Et nous, on dispose de stations terrestres où on peut raccorder aussi, on peut connecter ces constellations en France, bien sûr, en métropole, mais aussi en Outre-mer, parce que finalement, ces constellations, elles doivent opérer partout, ou en Afrique. Agathe, face à ces géants américains dont on a pas mal parlé, et ces enjeux de souveraineté, vous incarnez vraiment la voie européenne aussi, par la technologie que vous développez. Pour autant, on a pu voir parfois
de grands groupes européens faire le choix de technologies américaines. Je ne cite personne, voilà, vous avez compris. De quoi est-ce que vous avez besoin, vous, en tant qu'acteur clé de l'écosystème européen, pour pouvoir développer vos solutions? Quelles sont les conditions pour justement pouvoir satisfaire cette souveraineté à votre niveau? Alors, je me permettrai de parler d'abord au nom de la tech, des jeunes acteurs de la tech européenne. En effet, comme le disait Jérôme et Michael, l'industrie spatiale européenne fait face à une compétition sans précédent créée par Starlink, notamment, bientôt Amazon, qui ont créé un nouveau standard sur le marché et de nouvelles attentes, que ce soit en termes d'expérience utilisateur, de prix et également de démocratisation de cette technologie. À mon sens, une prise de conscience accrue des services publics, des entreprises de services publics, des pouvoirs publics et des leaders industriels, notamment certains dont on ne dira pas le nom, est nécessaire quant au rôle stratégique qu'ils doivent jouer dans la réindustrialisation spatiale de l'Europe. Comment? En s'appuyant plus fortement et plus étroitement sur la capacité d'innovation et l'agilité de jeunes acteurs de la tech. À titre d'exemple, Greener Wave s'approvisionne en Europe dès que possible. Nous avons plus de 70% de nos composants qui sont européens, auxquels s'ajoute une fabrication française, tout en préservant un positionnement prix sur le marché très compétitif. Il est donc démontré qu'on peut concevoir et fabriquer en Europe des solutions innovantes et compétitives. À mon sens, il faut aller encore plus loin, mutualiser les besoins au niveau de l'Europe, que ce soit la commande publique ou les besoins des différents opérateurs et acteurs, privés comme publics, pour créer l'effet volume qui est indispensable en fait pour accompagner le passage à l'échelle de ces jeunes acteurs de la tech européenne. Ils ont besoin de cette masse critique pour atteindre une réelle compétitivité et rivaliser commercialement réellement avec les acteurs et les géants comme Starlink. Jérôme, si on regarde un petit peu vers l'avenir, le grand sujet qui a déjà été évoqué, c'est la démocratisation, effectivement, et le direct to device dont parlait aussi Michael. C'est quoi les prochaines grandes étapes pour permettre aux consommateurs d'accéder sur leur smartphone, par exemple, à une technologie satellitaire? Oui, d'abord, Michael le disait, ce sont des technologies qui évoluent rapidement. Donc, pour les mettre entre les mains des clients, qui soient grand public ou entreprise, il faut avoir cet opérateur de confiance qui va jouer ce rôle d'agrégateur, d'intégrateur de technologies satellitaires avec les autres technologies radio pour le direct to cell, direct to device. De la même façon qu'on a su le faire pour intégrer finalement les offres fixes broadband par satellite dans nos portefeuilles d'offres fixes broadband en complémentarité de ce qui existait déjà, de la fibre, de la DSL ou des technologies fixes radio. Donc il y a deux axes pour moi quand on regarde du point de vue go-to-market, du point de vue présence sur le marché et activité commerciale. Il y a une extension. Et quand on se focalise sur le terminal mobile qui est ces technologies direct to device, c'est l'extension des services et des usages possibles. C'est ce que disait Michael. Aujourd'hui, on a lancé, nous, un premier service en partenariat avec Skylo qui s'appelle Message SMS, qui permet d'envoyer des SMS par satellite quand on n'a pas de réseau radio disponible. Progressivement, on va aller vers des services voix, puis des services qu'on appelle low data, qui permettent au moins d'utiliser les applications de messagerie et avec un peu plus de data. On n'atteint pas à court terme les débits d'une 5G, mais ça permet de rendre des usages qui répondent aux principaux usages des consommateurs, en particulier quand ils sont dans ces situations où éventuellement d'urgence ou d'efficience des réseaux terrestres. On le voit avec le lancement de messages satellites. Pour les clients grand public, c'est beaucoup de randonneurs. Et pour les clients professionnels, ce sont des professionnels amenés à intervenir dans des zones peu denses et dans des zones qui peuvent être mal couvertes. Donc on voit qu'il y a ce besoin spécifique et cette montée en usage progressive
elle va aller du messaging vers la voix et la data. Ça, c'est un axe. Le deuxième axe, c'est l'extension du panel de téléphone compatible avec l'ensemble de ces fréquences, avec différentes constellations. Et là aussi, on est dans notre rôle d'intermédiaire dans cette chaîne de valeur de l'écosystème numérique pour travailler avec tous les partenaires fabricants de smartphones d'un côté et permettre l'accélération de l'arrivée de cette technologie satellite sur les smartphones. Aujourd'hui, le premier service qu'on a lancé, il a été travaillé en partenariat avec Google pour des terminaux Pixel 9, Pixel 10. Évidemment, il va falloir élargir l'ensemble des terminaux disponibles à ces usages satellitaires. Donc du point de vue marché, vraiment deux axes, axe service, extension des services, et axe extension à l'ensemble des smartphones du marché et pas simplement à des terminaux dédiés. Michael, on comprend bien que la technologie satellitaire repose sur de multiples acteurs, c'est un écosystème qui est assez complet. Comment est-ce que Orange Wholesale accompagne aussi des startups, par exemple, pour structurer la filière européenne ? Ouais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, je le disais tout à l'heure, les satellites ont changé complètement. Avant, on avait des satellites géostationnaires qui étaient à 36 000 km. Donc on avait des paraboles qui ne bougeaient pas, on les pointait une fois pour toutes. Le satellite, il ne bouge pas par rapport au sol et c'était réglé. Donc les antennes, c'était des objets sans intelligence, très passifs, très simples. Maintenant, on a des satellites qui sont 10 fois plus proches de la Terre, 300, 400 km, 500 km. Donc ces fameuses constellations Léo. Donc ça veut dire qu'ils bougent très vite. Quand on est sur Terre, un satellite, on le voit pendant 20 minutes à peu près, et le satellite, il va bouger pendant ces 20 minutes, et après, il va falloir pointer sur un autre satellite. Donc ça pose des défis technologiques qui sont très importants. Le gros avantage, c'est que le satellite est plus proche, donc ça va améliorer le bilan de liaison. Mais l'inconvénient, c'est qu'il va falloir aller accrocher, suivre ce satellite, changer de satellite en permanence. Ça pose des défis technologiques majeurs, et la chance qu'on a, c'est qu'on a un écosystème. Vous en êtes une représentante. Et nous, on travaille beaucoup avec des startups de l'écosystème français et européen, parce qu'encore une fois, ces technologies évoluent très vite, que ce soit dans le domaine des antennes, que ce soit dans les communications, puisqu'on travaille aussi sur la communication optique, avec une autre startup, par exemple, qui travaille sur l'utilisation de l'optique dans le satellite pour avoir des débits beaucoup plus importants, que ce soit pour utiliser des réseaux virtuels de téléport, parce qu'encore une fois, ces satellites qui bougent, ça veut dire qu'avant, on avait besoin d'un seul téléport. Allez, on en mettait un deuxième en backup pour se connecter au satellite et faire le backhaul du satellite. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un réseau de téléports partout dans le monde pour une constellation. Et donc ça nécessite aussi de la mutualisation. C'est notre métier chez Orange Wholesale, d'avoir des téléports ouverts à toutes les constellations qui peuvent être placés partout dans le monde. Donc, travailler avec l'écosystème, faire émerger des startups, et on a la chance d'avoir des startups très tech, très expertes dans ces domaines, c'est une nécessité parce qu'on ne fera pas le new space avec les acteurs d'hier. On a besoin de faire rentrer des startups pour ouvrir et aller chercher ces défis technologiques du new space. Agathe, je vais vous laisser le mot de la fin. C'est vous qui représentez justement les startups ici. Si vous aviez un message à faire passer pour que l'Europe ne soit pas uniquement un marché de consommateurs de technologies américaines ou chinoises, mais vraiment un leader de l'industrie satellitaire de demain, quel est le message que vous voudriez faire passer au pouvoir public ou peut-être aux entreprises aussi ? Ce que j'aimerais faire passer, c'est que disrupter l'industrie du spatial également en Europe n'est plus une option, c'est une nécessité. Cela suppose tout d'abord un engagement clair et concret des acteurs stratégiques, privés comme publics, en faveur des jeunes acteurs de la tech européenne. Cela suppose également de dépasser effectivement les approches fragmentées et de porter au niveau européen l'ensemble des demandes et des besoins publics ou privés. C'est la condition sine qua non pour arriver à cet effet volume, cette masse critique qui permettra d'être réellement commercialement compétitif et de réellement rivaliser avec Starlink, mais que ce soit en Europe ou à l'international. Justement, ne pas se limiter au marché européen, ce serait une erreur, mais au contraire, d'arriver à amener ces acteurs à une compétitivité telle
qu'il puisse être éligible et faire sens, être une réelle alternative technologique en Europe comme à l'international. Pour moi, c'est à ces conditions qu'on fera émerger de véritables champions européens dans ce domaine, mais à travers un écosystème complémentaire et solide. Donc, trouver le meilleur et associer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire toute l'historique qu'on a dans le spatial, et il ne faut surtout pas l'oublier, et l'associer avec cette agilité, cette capacité d'innovation qu'on a aujourd'hui en Europe et qui est essentielle pour faire perdurer et garantir dans la durée l'indépendance et la souveraineté européenne dans ce domaine. Merci Agathe, merci à tous les trois. On arrive au terme de cette table ronde. Effectivement, on retiendra l'importance de pouvoir compter sur tous ces acteurs de l'écosystème pour rivaliser avec les concurrents internationaux. Merci beaucoup. Merci Mehdi, merci à tous. Merci. Merci.